Et si on parlait de sport ? Et si on parlait de sport ? Une émission produite et réalisée par Laurent Garnier et Pauline Gaston-Candutte avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et à tous, c'est la 76e émission de Et si on parlait de sport ? Nous sommes très heureux avec Pauline Gaston-Candutte de vous accueillir pour vous parler de sport, mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Merci à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, à Profession Sport, Animation 31, Samper Connect et LG Consultants qui nous accompagnent toute l'année pour la réalisation de ces émissions. Pour cette 76e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Mathilde Baudu, fondatrice et dirigeante de Happy in Friends, formatrice de langue et coach de vie, ainsi que Rémi Charru, vice-président de la Ligue Occitanie de ski nautique et de wakeboard et trésorier du comité départemental de Haute-Garonne de ski nautique et de wakeboard. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette émission. Au sommaire, vous connaissiez Oh Happy Day et bien maintenant vous connaîtrez Happy in Friends, une entreprise dédiée à l'accompagnement des professionnels et des athlètes internationaux dans leur intégration en France. Avec nous, sa fondatrice et dirigeante Mathilde Baudu nous parle de ce qui l'a conduite à créer Happy in Friends. Forte de 14 ans d'expérience de vie à l'étranger, aux États-Unis, à Porto Rico et au Brésil, elle maîtrise 4 langues et a développé une compréhension profonde des défis liés à l'expatriation. Passionnée par l'adaptabilité, la résilience et l'ouverture culturelle, Mathilde a créé Happy in Friends pour offrir un accompagnement sur mesure allant des formations linguistiques à la compréhension culturelle en passant par le coaching de vie. Grâce à son équipe multiculturelle et à son approche empathique, elle aide ses clients à transformer leur expérience d'expatriation en une véritable réussite personnelle et professionnelle. Et en deuxième mi-temps, envie de découvrir des sports dynamiques et spectaculaires ? Eh bien, c'est avec le ski nautique et le wakeboard. C'est l'art de glisser sur l'eau, tiré par un bateau ou un câble, tout en réalisant des figures impressionnantes et des sauts incroyables. Avec le ski nautique, vous pourrez pratiquer plusieurs disciplines, comme le slalom, zigzaguer entre les bouées avec précision, les figures, enchaîner rotation et acrobatie en 20 secondes chrono, le saut, franchir une rampe des vols de plus de 60 mètres, le combiné, dépassez-vous sur toutes les disciplines, où vous pourrez aussi choisir le wakeboard avec le wakeboat, utiliser les vagues du bateau pour des sauts époustouflants, le câble wakeboard, tester des rampes et des rails des wakeparks, et le wake surf, surfer les vagues du bateau sans corde. Et encore pour terminer, le wake skate, des figures freestyle sur une planche sans fixation. Ces sports mêlent technique, créativité et adrénaline, séduisant les amateurs comme les compétiteurs. Alors prête ou prêt à glisser vers de nouvelles sensations, c'est maintenant dans Et si on parlait de sport ? Mais avant le coup d'envoi de cette 76e émission, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport ? Avant-match. Oui, c'est l'avant-match, place aux principaux résultats sportifs de la semaine. Avec toi, Laurent, tu vas nous parler de karaté. Oui, on commence par la Coupe du Monde à Pampelune en Espagne. L'équipe de France de combat homme a été battue une victoire à 3 et un nul face au Japon en quart de finale. Passons au cyclisme sur piste avec la Ligue des Champions à Saint-Quentin en Yvelines où les Français Clément Petit et Oscar Nilsson-Julien ont brillé lors de la manche d'ouverture samedi dernier en finissant respectivement 2e du scratch et 2e de l'élimination. Et natation en Coupe du Monde d'eau libre. À l'issue de sa 2e place, relais et 10 km sur l'épreuve de Coupe du Monde en Arabie Saoudite, le Français Marc-Antoine Olivier a remporté le classement général de la Coupe du Monde d'eau libre. Quelques mots de badminton avec la finale des Masters de Chine Super 750. Les 8e de finale n'ont souri à aucun représentant français jeudi dernier. Alex Lanier s'est incliné face à Nji Kalong Angus en simple, comme Delphine Delru et Tom Jikel en mixte, ainsi que les frères Popov en double. Et il y avait aussi du tennis de table, Pauline, avec les fameuses finales WTT. Le médaillé olympique Félix Lebrun, 4e au classement mondial, a été éliminé, lui, en 2-7 à 3 en 8e de finale par l'Allemand Bénédicte Duda, qui lui est 18e lors des finales de ce circuit mondial. Ça se passait à Kitakyushu, au Japon, bien sûr. Et Alexis, par contre, et Félix Lebrun, les deux frangins, se sont imposés samedi en finale, eux, dans ce double à Fukuoka, au Japon, pour remporter les finales du circuit VTT face aux Japonais Sunchunke Togami et Hiroto Shinozuka, 3-2. Ils sont désormais numéro 1 mondial. Une super performance pour les deux frères Lebrun. Passons au tennis avec Rafael Nadal qui a dit adieu au monde du tennis mardi soir. L'Espagne a été éliminée par les Pays-Bas 1-2 mardi en quart de finale de la Coupe Davis avec une défaite au double décisif. Rafael Nadal a mis fin à sa carrière et quitté le monde du tennis qu'il a émerveillé durant 20
20 ans sur une défaite un peu sèche et une cérémonie d'adieu touchante mais sobre. À Malaga, Rafael Nadal a posé le point final d'une carrière phénoménale. Au-delà des chiffres vertigineux et des 22 grands chelems décrochés, l'Espagnol a bâti sa légende dans la rudesse et l'extrême croyance en lui-même durant plus de 20 ans pour laisser aujourd'hui une empreinte et un vide. Et en ce qui concerne la Billie Jean King Cup, en démonstration face à la Slovaque Rebeka Stramkova, 6-2, 6-1 lors de la finale disputée à Malaga en Espagne, Jasmine Paolini a offert mercredi dernier un 5e sacre à l'Italie, le premier depuis 2013. Et il y avait du ski aussi avec la Coupe du Monde de Slopestyle à Stubai en Autriche. Tesla 2 décroche sa 15e victoire en Coupe du Monde. Passons au ski, cette fois du ski alpin avec la Coupe du Monde de slalom femme à Girl. En Autriche, l'américaine Mikaela Shiffrin s'est imposée devant l'albanaise Lara Colturi et la Suissesse Camille Rasté. C'est sa 99e victoire en Coupe du Monde. Côté français, les jeunes Clarisse Brèche, 23 ans, et Chiara Pogno, 22 ans, terminent 23 et 26e de la course. Chez les hommes, Clément Noël, dominateur lors de la première manche, n'a pas tremblé pour s'imposer dimanche dernier en remportant un 2e succès de rang. La journée a d'ailleurs été bonne pour les Bleus puisque juste derrière Noël, Steven Amiez a signé le meilleur résultat de sa carrière en terminant 4e. Un peu plus loin, le clan bleu a ajouté une 3e larron dans le top 15 puisque Paco Rassat signait une encourageante 14e place. Et nous passons au patinage artistique, ça se passait en Chine, c'était la Coupe de Chine. Malgré une prestation et une 3e place décevante, Adam Xiao Imfa s'est qualifié pour la finale du Grand Prix qui se tiendra à Grenoble du 5 au 8 décembre prochain. Et la victoire est revenue au japonais Shun Chato. Quelques mots de patinage de vitesse cette fois avec la Coupe du Monde à Nagano au Japon. Timothy Lubino décroche sa première victoire sur la Coupe du Monde de patinage de vitesse en remportant la Mass Start de Nagano. Et hockey sur glace, championnat de France 3e division, les Belugas de Toulouse-Blagnac se sont inclinés à La Roche-sur-Yon 4-0 face à Ogly. En basket femme, cette fois la boulangère Wonder League 7e journée, Latz Montpellier l'a emporté à Tarbes 61-71. On passe chez les hommes en basket avec les qualifications Euro 2025. L'équipe de France a décroché une victoire poussive jeudi à Chypre, 75-59. Et puis en Euroleague, 9e et 10e journée, Paris Basketball inarrêtable en déplacement à Istanbul jeudi. Les Parisiens ont poursuivi leur folle série en Euroleague avec une 7e victoire d'affilée au bout d'un match encore maîtrisé 93-84. Monaco, lui, s'est imposé face à l'Asvel en Euroleague 103-92. En handball féminin cette fois et le tournoi de France, l'équipe de France féminine a terminé sa préparation en se rassurant face à l'Angola 30-24 dimanche dernier à Saint-Chamond avant son entrée en lice à l'Euro entre le 28 novembre et le 15 décembre prochain. Les Françaises repartent de la Loire avec un bilan à l'équilibre après avoir été battues vendredi dernier par l'Espagne 28-27. Et toujours en handball féminin, on va parler de la 8e journée de la Nationale 1 féminine. Toulouse s'est incliné 22-27 face à Rochechouart-Saint-Junien. On passe chez les hommes handball avec la Ligue des Champions. Après une série de 13 victoires d'affilée, le PSG a chuté sur le terrain du Sporting Portugal et concède la 3e victoire la plus large de son histoire, 39-28 mercredi. Barcelone, toujours invaincu après 8 journées, a dominé Nantes 36-30. Il y avait aussi de la Liqui Moly Scar League, la 11e journée. Toulouse-Ivry qui a été reportée en raison de fortes chutes de neige qui a sévi en région parisienne et empêché les joueurs d'Ivry de rejoindre Toulouse. Saint-Raphaël de son côté a retrouvé la victoire vendredi à Nîmes 33-29. Malmenés sur le parquet de Dunkerque, les Montpelliérains ont tenu le choc pour s'imposer dans les dernières minutes 22-24. Désormais du volley féminin avec la 10e journée Liga féminine Saforel Power 6, Béziers a pris le meilleur sur Quimper 3-0. Volley masculin à suivre, Ligue des Champions, 2e journée. Saint-Nazaire n'a rien pu faire à domicile contre Pérouse et il a perdu 3-7-0. Le leader du championnat italien mardi sur son 2e match de Ligue des Champions. Chaumont s'est lui aussi incliné mercredi à domicile 0-3 contre les Polonais de Jastrzębski, double finaliste en titre. Il y avait aussi Marmara Spike League, 10e journée. 7 s'est imposé 3-2 à Toulouse au bout de 2h31 de jeu après avoir été mené 2-7-0. Narbonne a disposé du Plessis-Robinson 3-7-1. Du football féminin avec la Ligue des Champions, les Lyonnaises ont attendu d'être menées par l'AS Rome pour renverser la rencontre 4-1 mercredi dernier avec 4 victoires en autant de matchs. Les joueuses valident déjà leur billet pour les quarts de finale. Et toujours en football féminin, la 6e journée d'Arkema Première Ligue, Montpellier s'est imposé à domicile face à Nantes 1-0. On passe au football masculin avec la Ligue 1, 12e journée. Le PSG a dominé Toulouse 3-0 en prenant le large en fin de seconde période vendredi au Parc des Princes. Jamais brillant contre Montpellier, les Verts ont emporté ce choc 1-0 pour
le maintien. Il y avait aussi de la Ligue 2, 14e journée, menée à domicile par Rodez. Caen a arraché le nul au bout du temps additionnel, 3-3. En rugby à 15, cette fois le test match d'automne. Après le Japon et la Nouvelle-Zélande, les Bleus ont réussi la passe de 3 et se sont imposés face à l'Argentine 37-23 vendredi dernier au Stade de France pour achever cette série de tests d'automne. Et en top 14, 10e journée, Castres a battu La Rochelle 28-24. Toulouse s'est facilement imposé devant Perpignan 41-9 et Montpellier a battu Pau 30-3. En automobile, le rallye du Japon. Au terme d'un rallye du Japon à rebondissement, l'anglais Elfin Evans a remporté la course dimanche devant le français Sébastien Ogier qui a offert le titre constructeur à Toyota dans la Power Stage. Le belge Thierry Neuville, lui, a été sacré chez les pilotes depuis le matin et à l'abandon de l'estonien Ott Tanak. Nouveau podium donc aussi pour le français Adrien Fourmeau. 3e. On va terminer ces résultats de la semaine avec de l'auto et la Formule 1, le Grand Prix de Las Vegas aux États-Unis. Le néerlandais Max Verstappen, champion du monde pour la 4e fois. Le pilote Red Bull a devancé Lando Norris sur McLaren dimanche dernier. Il a terminé 5e du Grand Prix, remporté par George Russell sur Mercedes. Merci pour ces résultats. Place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport, avec notre invitée Mathilde Baudu. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et retour dans l'émission. Et si on parlait de sport, aujourd'hui, nous sortons un peu du cadre sportif pour explorer une autre facette de la performance, celle de l'épanouissement personnel et professionnel à l'international. Pour cela, on va avoir le plaisir d'accueillir Mathilde Baudu, qui est fondatrice et dirigeante de Happy in France, formatrice en langue et coach de vie. Bonjour Mathilde. Bonjour Laurent. Merci d'être avec nous. Alors, pour commencer, on va te demander de te présenter un petit peu. Qui est Mathilde Baudu et qui va raconter par la suite ton parcours professionnel et personnel. Un petit mot. Écoute, d'abord, je te remercie de m'inviter à ton émission. Et si on parlait de sport, c'est une thématique qui me passionne. Moi, je fais du sport depuis toute petite. Je courais avant de marcher et j'ai commencé la natation à 5 ans. J'aime aujourd'hui tous les sports, je les regarde, j'en pratique quelques-uns. Et aujourd'hui, le sport a une partie importante dans mon activité. Le sport a également occupé une grande partie de mon enfance et adolescence. J'ai fait la natation intensive jusqu'à mes 19 ans. Et ensuite, je suis passée à une autre phase de ma vie. Je suis partie à l'étranger. T'as nagé avec Léon Marchand dans la piscine, c'est ça, non? Alors, sérieusement, j'ai côtoyé son papa, Xavier. Je suis d'une autre génération. Effectivement, j'ai retrouvé des affiches, des archives récemment chez ma mère, d'anciennes start list de compétition dans les années 90. Et j'ai pu effectivement côtoyer Stéphane Caron, Xavier Marchand, Lionel Poirot, donc du beau monde, Céline Bonnet également. J'ai pas eu leur palmarès, mais en tout cas, c'était un vrai plaisir pour moi de nager plus jeune. Donc, amoureuse de la natation. Oui, mais pas que. Et comme le disait Laurent, tu es fondatrice de Happy in France, une entreprise qui accompagne les professionnels et les athlètes internationaux dans leur intégration en France. Pour commencer, peux-tu nous parler de ce qui t'a conduit à créer cette entreprise? Donc les langues étrangères et les langues étrangères et les cultures sont une autre passion. Depuis petite également, j'ai toujours été attirée par les voyages. Mon père parlait plusieurs langues et en fait, il m'a transmis ce goût pour les langues. Et quand je suis partie à l'étranger, en fait, ça m'a permis effectivement de découvrir 3 cultures. J'ai vécu dans 3 pays d'Amérique, d'apprendre 3 langues différentes et surtout d'être exposée aux problématiques d'intégration. Et en fait, c'est la somme de toutes ces expériences. Comme disait Laurent, je suis formatrice de langue, coach de vie. Et quand je suis rentrée en France en 2009, j'ai eu des problématiques également d'intégration, identiques à celles que j'avais pu rencontrer en fait quand je suis partie à l'étranger. Et voilà, j'ai mis en place plusieurs solutions pour effectivement bien m'intégrer, que ça soit rejoindre un club de sport. Effectivement, j'avais pas la barrière de la langue, mais j'ai dû professionnellement aussi trouver un projet. Et en fait, c'est aujourd'hui dans mes accompagnements et dans Happy in France, comme j'accompagne les étrangers à s'intégrer en France, je les guide en fait et leur propose plusieurs solutions pour qu'ils puissent s'intégrer rapidement, donc qu'ils puissent apprendre le français, qu'ils puissent comprendre les codes culturels, trouver un projet de vie en France ou être accompagnés pour aussi trouver un projet professionnel. Alors ton entreprise propose un accompagnement personnalisé. Dis-nous un peu plus en quoi ça consiste exactement. Donc effectivement, chaque personne est différente, tout le monde n'a pas forcément besoin d'apprendre le français de la même manière ou d'être accompagné de la même manière. J'ai accompagné plus de 30 nationalités ces 3 dernières années. Effectivement, ce qui distingue mon approche, c'est de proposer des accompagnements sur mesure, vraiment adaptés aux besoins de la personne. Donc il y a une écoute des besoins qui est très importante au départ. On va analyser les besoins, les objectifs de la personne ou travailler en lien avec, par exemple pour les clubs de
sport, travailler en lien avec les team managers pour vraiment comprendre les problématiques et les objectifs qui sont pour les clubs la performance des joueurs, leur bien-être. Pour les collaborateurs en entreprise, c'est effectivement aussi d'avoir un collaborateur bien intégré, avec également le bien-être de la famille, que son épouse, son conjoint, sa conjointe soient bien intégrés. Donc on va lui proposer un accompagnement individuel et ciblé. C'est un panel assez large en fait, aussi bien manager que athlète sportif. Donc effectivement, nous on va peut-être prendre plus cette lucarne des athlètes sportifs, mais en gros c'est un peu la même approche. C'est-à-dire que tu peux aussi accueillir ces personnes qui arrivent de l'étranger, qui viennent s'installer surtout ici à Toulouse avec tout ce qu'il y a comme métier un peu technologique. Il y a sûrement pas mal de familles qui arrivent. Donc le principe c'est comment ça se passe, tu vas les accueillir, mais comment tu les récupères, comment ça marche? Moi j'interviens en complément des agences qui s'occupent des aspects administratifs, des logements, des inscriptions à l'école par exemple, des enfants. Moi je m'occupe pas de tous ces aspects-là. Je vais vraiment en fait les accompagner dans leur quotidien ensuite pour leur enseigner la langue française, pour vraiment s'assurer qu'ils comprennent bien les codes culturels, les codes en entreprise aussi qui sont très différents. Donc dans le cadre d'un sportif, lui il a la chance quand même d'être bien entouré et d'avoir l'équipe aussi qui le soutient. Il y a beaucoup de solidarité dans les clubs. Donc c'est pas forcément les mêmes aspects qu'un collaborateur, peut-être un manager en entreprise qui va se sentir un peu esseulé ou qui va perdre confiance en lui parce que il doit manager une équipe mais il sait pas forcément comment ça fonctionne en France. Donc je travaille vraiment autour de faire que la personne rapidement prenne confiance en elle, ou en tout cas ne perde pas confiance en elle, que ça soit vraiment aussi qu'elle puisse prendre des initiatives, s'ouvrir aussi aux autres, ne pas rester dans son coin, ne pas rester isolée, mais au contraire demander de l'aide si besoin, et je suis là aussi pour les aider si besoin, mais surtout qu'elle s'ouvre l'esprit et qu'elle puisse apprendre, parce que l'apprentissage aussi ça fait partie d'une de mes valeurs, qu'elle puisse optimiser rapidement, en fait rapidement s'intégrer et optimiser son temps en France. Tu as commencé à en parler, mais justement en parlant des athlètes internationaux, quels sont les besoins spécifiques et majeurs de cette catégorie de professionnels? Alors déjà, au niveau sportif, ils peuvent avoir en fait rencontré des problématiques par rapport au jeu qui est différent dans leur pays. Donc ça, l'année dernière, on a fait un travail avec une équipe justement sur, on a mis en place un questionnaire pour savoir comment percevaient en fait les joueurs le jeu en France. Et c'est le jeu, mais c'est aussi les entraînements. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et en fait, ils se sont pas rendus compte eux-mêmes en France, le staff, que dans leur pays c'était différent. Donc en fait, c'est une question de communication aussi, de savoir et de richesse. On s'apporte mutuellement. Donc à travers aussi mon accompagnement, ça a permis d'analyser ce qu'ils faisaient dans leur pays d'origine, qu'ils puissent s'exprimer, et puis de comparer avec ce qu'ils faisaient en France et de dire c'est pas moins bien ou c'est juste différent, et je vais pouvoir m'adapter effectivement parce que je comprends mieux maintenant comment est le jeu. C'est facile justement par rapport, j'imagine, avec les entraîneurs et tout. Il faut quand même que eux-mêmes perçoivent ça. Ils sont pas tous forcément formés à ça. Est-ce que tu as un travail direct avec les entraîneurs? Alors, j'imagine si tu peux nous citer quelques sports sans dévoiler quels sont tes sportifs, mais effectivement entre du football, du rugby ou d'autres disciplines, il n'y a pas forcément la même approche. Comment tu travailles aussi, l'interface se fait comment? Tu as raison, et en plus c'est pas seulement selon les sports mais aussi selon les clubs. Donc on parlait d'approche sur mesure tout à l'heure avec l'individuel, mais il y a aussi une co-construction avec le club de sport en fait pour savoir quels sont leurs besoins ou leurs priorités en fonction des nationalités aussi qu'ils ont dans leur équipe. Il y a des nationalités qui s'intègrent un peu plus vite que d'autres ou qui ont moins de difficultés avec la langue, par exemple, des langues latines ou autres, ou des cultures un peu plus proches de la nôtre. Donc ça passe par des échanges réguliers en début de saison ou avant la saison pour comprendre qui vient, vraiment le profil des joueurs, et mettre en place un accompagnement donc plus collectif pour les clubs de sport, où on va travailler la cohésion d'équipe, mais pas sur le plan sportif, mais vraiment sur le plan de l'intégration de tous en fait, aussi les Français, on parle des athlètes internationaux, mais un athlète qui vient peut-être de Rennes ou qui vient de Vannes, ou il peut aussi avoir des problématiques à moindre échelle, mais j'en ai vu dans d'autres sports. Les Bretons qui arrivent à Toulouse, c'est ce que tu es en train de nous dire? C'est violent, c'est très violent. Déjà, il faut leur dire que c'est de la chocolatine, c'est ça? Il y a une histoire de... Il faut bien leur expliquer. Non, alors... moi-même, je suis de région parisienne, je sais, et je peine encore sur certains mots. Alors, tu travailles avec du sport collectif, mais est-ce que c'est la même chose avec de l'individuel aussi? Tu as eu l'occasion de travailler avec des sportifs qui arrivent de loin, individuels. C'est un petit peu différent peut-être parce qu'il n'y a plus la notion d'équipe là. Comment ça se passe l'intégration? Parce qu'on est plus dans je prends un exemple peut-être plus connu, mais un
tennisman ou une tenniswoman, homme ou femme? Comment tu perçois ça? C'est vrai que dans les sports co, l'athlète doit s'intégrer et faire que l'équipe gagne. Enfin, c'est effectivement beaucoup moins égocentré. Donc, avec un sportif, un athlète individuel, on va travailler plus sur sa confiance en soi et sa performance, et aussi tout le bien-être autour, en fait, que ce soit sa famille ou que ce soit essayer de trouver une routine en France qui colle à son mode de vie et qui soit pas trop différent. Donc ça, c'est vraiment pour l'intégration en France, mais je pense que ça passe par, comme c'est de l'individuel, moi j'échange beaucoup avec eux, je passe des heures, 2-3 heures par semaine, donc il y a vraiment le temps de développer une relation assez proche et même pour une formation de français, si tu veux, je rentre un peu dans le quotidien des gens et dans leurs problématiques, et ils se confient, et ça reste vraiment confidentiel tout ce qui se dit, mais je vais pouvoir, avec mon rôle de coach aussi, pouvoir les conseiller ou leur donner juste des astuces ou sur la vie toulousaine, mais c'est pas forcément des grosses problématiques. Mais en tout cas, ils sont écoutés. Tu mets une petite limite, une barrière entre la coach et on va dire le préparateur mental. La frontière, oui. elle est toute proche en fait, parce qu'un préparateur mental, il va travailler aussi quelque part. Il y a des troncs communs entre vous deux. Oui, le préparateur mental, il va être ciblé sur la performance le jour J en compétition. Moi, c'est le bien-être au quotidien, qui effectivement va lui permettre de mieux s'entraîner, d'être plus focus, et in fine d'être meilleur en compétition. Mais je suis moins effectivement sur les aspects on travaille les mêmes valeurs de confiance en soi, de focus. T'es en relation avec des préparateurs ou préparatrices mentales quand tu touches à un athlète? Oui, alors c'est vrai que de plus en plus, j'en rencontre dernièrement des préparateurs mentaux, et je fais également partie d'un club de sport, le club de basket, où j'ai intégré la cellule bien-être, où là on est une équipe effectivement de prépa physique, il y a des psychologues aussi du sport qui vont faire partie de l'équipe, donc le but c'est vraiment de créer une cellule dédiée pour le bien-être des sportifs en fait, et là pour le coup qu'ils soient bien dans leur basket, parce que c'est des basketteurs. Alors, tu parles de bien-être, la question qui me vient tout de suite, c'est quelles sont finalement les valeurs qui te guident par rapport à ce travail? Bon, le bien-être, j'en ai beaucoup parlé, mais le bien-être, parfois ça peut être un peu, bien-être et performance, parfois ça peut être un peu contradictoire, mais moi je suis persuadée que non. Encore une fois, moi je pense que quand on a confiance en soi, on peut réussir énormément de choses. Moi, ce que je fais dans mes accompagnements aussi, c'est de donner des objectifs, de donner un sens aussi à ce qu'on fait. Il y a beaucoup la notion de plaisir. Moi, les valeurs que j'ai dans mon travail, en fait, qui sont de prendre du plaisir, de faire des rencontres, de transmettre la confiance et l'autonomie aux personnes, j'essaye de leur dire que ça, si vraiment ils développent cette partie-là, ils peuvent réussir à beaucoup de choses. Et à la fois dans l'intégration, effectivement, qu'ils soient autonomes, mais on parlait au début de reconversion, de projet de vie, c'est quelque chose qui est essentiel. Si tu ne sais pas qui tu es, ou si tu doutes de toi en fin de carrière, parce que tu as peur tu sais pas ce que tu vas faire, ou tu as peur de ne rien savoir, effectivement là ça va être compliqué. Donc moi je vais vraiment travailler sur ça, sur le fait que l'athlète doit être confiant, savoir qu'il a acquis énormément de choses dans sa carrière, et pouvoir lui donner ce boost en fait de confiance et d'accompagnement nécessaire. Alors après, encore une fois, c'est sur mesure, chacun est différent et va avoir plus ou moins besoin d'accompagnement, mais lui donner ce petit coup de pouce de confiance pour qu'elle réussisse après sa carrière. Écarter les peurs, quoi. Voilà, c'est ça. Ne pas avoir peur de l'inconnu, c'est mon message aujourd'hui, en fait. Moi, c'est vrai que je suis partie à l'étranger, j'ai pas eu peur, j'étais déterminée, et il faut dans toutes les phases de sa vie, et un préparateur mental pour une compétition, il va dire ça à un athlète, n'aie pas peur, vas-y, t'as bien travaillé, t'es préparé, et c'est un peu le message que j'ai envie de dire, préparez-vous pour ne pas avoir peur de l'inconnu. Libérer pour être en confiance et performer. C'est ça. Ouais, la liberté aussi c'est important, libérer. Et pour conclure cet échange, quel message aimerais-tu transmettre aux professionnels et aux athlètes internationaux qui envisagent de s'installer en France? De vivre chaque moment le plus possible en fait, et puis pour ne rien avoir à regretter en fait, qu'ils profitent de leur carrière au maximum, qu'ils profitent de leur temps en France au maximum. Donc dans le cas d'un athlète international, qu'ils prennent plaisir à jouer ici en France, qu'ils apprennent une autre manière de jouer, qu'ils profitent aussi de tout ce que la vie en France peut apporter, qu'ils apprennent la langue, qu'ils se fassent des amis français
Français. Et après, pour un athlète qui est en fin de carrière, lui dire d'être confiant, de se préparer aussi, de se former et de ne pas avoir peur de cette transition qui va être magnifique. Il a encore toute une vie derrière lui. Il y a qu'une partie de sa vie qui est passée, on va dire, et le meilleur est à venir. Alors tu les suis en fin de carrière, mais est-ce que pendant la carrière aussi tu es derrière eux quand même à l'arrivée et tout un tas de suivi? Comment ça se passe concrètement, la prise en charge avec un athlète qui veut venir te voir? Comment il te trouve et comment ça se passe? Alors il me trouve soit via les clubs, soit via les réseaux sociaux. Je suis présente sur LinkedIn, un petit peu sur Instagram, mais c'est plutôt des recommandations qui vont faire qu'un athlète me contacte. Et moi j'insiste, en fait, c'est important ce que tu soulèves, parce que c'est pas seulement à la fin de sa carrière qu'il faut penser à son projet. Et parfois c'est difficile en fait de faire un double projet. J'ai envie de dire à tous les athlètes, si faites quelque chose en parallèle de votre sport, mais quand ils le peuvent en fait. Parfois il y a juste pas le temps et où on est fatigué aussi. Le sport ça a quand même un impact important sur le corps, sur la fatigue. Mais voilà, qu'ils s'intéressent à autre chose, qu'ils se passionnent pour autre chose que leur sport. Ou après, il y a des carrières aussi dans le sport qui à succès. Donc c'est pas. Mais c'est vrai que les doubles projets c'est un peu plus compliqué, même s'il y a dans certains sports, notamment le rugby, des accompagnements par les clubs, voire des obligations aussi. En centre de formation, un jeune est obligé de suivre des études. Mais c'est ce que j'allais dire aujourd'hui par rapport à il y a quelques années. Il y a un encadrement qui est un peu meilleur par rapport à ça, parce que souvent l'athlète il forme parce qu'il a un talent naturel et qu'on fait fructifier son talent, mais on en oublie peut-être aussi l'homme au milieu de ça, ou la femme, et qui n'était pas forcément à l'époque suffisamment encadré, donc d'où des erreurs. On a vu des carrières s'arrêter et puis des sportifs de haut niveau devenir quasiment plus rien et avoir de gros soucis par la suite. Est-ce que ça, dans ton projet de travail, c'est aussi cet accompagnement, cette préparation, que ça soit financier, que ça soit équilibré? Parce que c'est un vrai problème. Les jeunes, ils sont pris, on voit au football, ils sont pris très très jeunes. Tout de suite, il y a de l'argent qui arrive et là, ils sont paumés. Et je pense qu'il y a aussi un changement de mentalité qui peut se faire. Est-ce que dans ce cadre-là, tu peux avoir une petite intervention? Est-ce que tu es écouté déjà? C'est vrai que tu cites des sports comme le football, par exemple, où les jeunes commencent très tôt, ils viennent. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent de l'étranger à l'âge de 13-14 ans. Donc, je sais, ils n'ont pas la maturité suffisante et ils viennent pour jouer au football. Et c'est vrai que dans le football, on peut gagner beaucoup d'argent. Donc, on va investir tout ce qu'on peut pour espérer être professionnel et puis gagner très bien sa vie plus tard. Malheureusement, parfois, on n'arrive pas au top niveau. Donc, le football, effectivement, il peut y avoir un peu ce miroir qui fait espérer des jeunes et qui leur empêche de faire un double projet à côté, même si encore une fois, en centre de formation, ils vont au collège, au lycée, ils sont obligés au moins de faire un certain niveau d'études. Mais d'autres sports où, effectivement, on peut gagner un peu moins d'argent. Donc, souvent, les parents sont derrière à inciter le jeune aussi à faire des études. Et quand vraiment le sport est très exigeant et qu'on doit être 8 heures par jour à pratiquer son sport, c'est purement impossible. Et là, malheureusement, il y a souvent très compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec un quart d'heure, 1 heure par jour ou par semaine? C'est assez compliqué. Donc, il y a vraiment des choses à faire au niveau des horaires aménagés pour les sportifs, leur permettre de pouvoir étudier aussi un projet aligné et faire quelque chose qui est en lien avec leur personnalité, dans lequel ils se voient plus tard. Aussi, qui puissent déboucher sur une profession dans laquelle ils s'épanouiront plus tard, si possible. Pas juste cocher une case, j'ai fait des études. Et je suis un peu brutale en disant ça, mais c'est vrai que autant que ça soit aussi des études qui leur serviront plus tard. Et moi, mon rôle, pour revenir à ta question, c'est de au moins leur faire prendre conscience que c'est super d'avoir comme passion le sport, mais voilà, passionnez-vous pour autre chose ou formez-vous. J'ai déjà parlé, on en parlait aussi ensemble là, sur les langues ou sur de l'audiovisuel. Aujourd'hui, si on s'intéresse aux réseaux sociaux, pourquoi pas monter en compétence sur le montage vidéo ou sur il y a plein de choses aujourd'hui qu'on peut faire et c'est essayer de faire quelque chose en dehors de son sport. Alors si vous voulez être heureux en France, vous avez tout entendu, Mathilde Baudu l'a dit, avec Happy in France. Vous pouvez donc la retrouver sur happyinfrance.fr, c'est ça Mathilde? Tout à fait, Laurent. Voilà, donc comme ça vous pourrez la rencontrer, elle vous accueillera et justement vous cherchez des solutions, vous arrivez en France, n'hésitez pas en écoutant cette émission soit de nous contacter nous, soit d'appeler, d'aller directement sur le site de Mathilde Baudu. Merci en tout cas pour ton témoignage dans cette émission Et si on parlait de sport. Bonne continuation pour tous tes projets et puis tu connais la formule, tu es la bienvenue dans l'émission quand tu veux. Merci beaucoup Laurent, merci pour ton invitation. C'est la mi-temps, retour au vestiaire, on se retrouve dans quelques instants avec notre invité Rémi Charrue. Et si on parlait de sport, mi-temps.
Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Jeudi 28 novembre, et si on dialoguait sport ? Retrouvons-nous à Dialogue Sport pour un grand débat sur des thématiques sportives essentielles. Environnement, inclusion, formation, sport, entreprise et santé, et un bilan des Jeux olympiques et paralympiques. Toutes les informations sur sportivité.fr. Et si on parlait de sport ? Deuxième mi-temps. Retour dans l'émission, et si on parlait de sport, nous sommes ravis d'accueillir Rémi Charru, vice-président de la Ligue Occitanie de ski nautique et de wakeboard et trésorier du comité départemental de Haute-Garonne de ski nautique et de wakeboard. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer, peux-tu nous dire quelques mots sur ton parcours personnel et professionnel ? Alors, professionnel aussi. Alors moi je suis un peu à la retraite maintenant, mais j'ai été photographe et je fais toujours un peu de photos. J'ai été photographe depuis les années 70, donc j'ai presque 50 ans de photos derrière moi. Voilà, maintenant je me suis mis à la photo des poissons, parce que je fais beaucoup de photos de sous-marines. T'as sauté des skis pour aller dans l'eau en fait. Voilà, Ouais. voilà, je suis au fond de l'eau avec les requins. Et là c'est une passion. Qui te dévore Voilà. pas quand même. Et sinon, au niveau du ski nautique, j'ai découvert le ski nautique à 18 ans avec le premier téléski nautique qui avait été fait à Port-Barcarès. Et voilà, puis ça m'a pas quitté. J'ai eu l'opportunité de devenir président d'un club de Blagnac, et je suis président de ce club depuis 40 ans. Voilà, je fais tout dans la continuité. Et peux-tu nous présenter brièvement l'histoire du ski nautique et du wakeboard dans le département et dans la région ? Alors, surtout sur le ski nautique. Le wakeboard est un petit peu plus récent. Le ski nautique, ça remonte dans les années 36-38 à Juan-les-Pins, où c'est les Français qui disent que c'est eux qui ont inventé le ski nautique. Les Américains arrivent derrière en disant mais Alors, non, soyons chauvins. Alors soyons chauvins, c'est les Français. Les premières fédérations internationales ont été faites avec pratiquement que des Français. Après, il y a eu un peu de Suisse, et les Américains, comme d'habitude, sont arrivés après en disant mais c'est nous qui avons tout inventé. Et voilà. Et donc ça s'est développé tranquillement. On a eu de grands champions dans les années 50, 60, 70. Après, on a eu la chance d'avoir un garçon qui s'appelait Patrice Martin, et qui a été pendant 20 ans le meilleur skieur du monde, qui a jamais été battu, quoi, qui a été pendant 20 ans. Qu'on salue champion Patrice du Martin. Ouais, qu'on salue. Bravo. Beau parcours. Beau très, palmarès. très beau parcours. Et avec son papa, Joël, qui est décédé l'année dernière. Alors, pareil, tu parles du ski nautique et le wakeboard aussi un peu. C'est plus Alors, récent, wakeboard, c'est une dérive comme dans tous les sports. Hein, on trouve toujours le côté fun. Le côté fun, voilà, des années 80, où on a commencé à se dire mais pourquoi on met des attaches, pourquoi on met pas les deux skis. Ça a commencé avec le snowboard, sur la neige, et voilà, et ça a dérivé sur l'eau. Et après, on a quelques bons wakeboarders, et les téléskis qui se sont énormément développés toutes ces dernières années ont plus amené la pratique du wake que du ski classique, parce que le ski classique, alors qui est encore bien répandu sur les téléskis en Allemagne, en Israël, paradoxalement, bizarrement d'ailleurs, et en Suisse, mais en France ça a bien marché dans les années 80-90, et depuis ça s'est bien éteint, ça s'est complètement éteint même. La Ligue, combien de licenciés à peu près, combien de clubs ? On est à 800 licenciés, et on a 13 clubs. 13 clubs. Et la grosse majorité sont autour de Toulouse. Enfin, il y a 5 clubs autour de Toulouse, et les autres sont dispersés un peu à Montpellier, un peu dans l'Aude. On en a un dans le Gers. Voilà. Et au niveau équipement, il y a aussi du téléski dans le coin ou du... Oui, il y a plein de téléskis. Alors, la problématique avec les téléskis, c'est que c'est des structures commerciales qui ne trouvent pas d'intérêt à s'affilier à la fédération. Un téléski, on en a un à Toulouse, à Sesquières, qui est là depuis 20 ans ou 30 ans même, depuis
les années 92, je crois. T'en as à Carbone. Il y a aussi ce qu'on appelle des 2.0, c'est-à-dire des skis, mais qui font pas un circuit complet, qui font juste des allers-retours. Et ça, il y en a une multitude. En France, on est à 130 téléskis quand même. Voilà. Ce qui amène une participation énorme. Mais le problème, reste que ces gens-là ne sont pas identifiés parce que les structures ne veulent pas s'affilier à la fédération. Voilà, donc c'est juste pour le fun, quoi. Ouais, ils découvrent le ski, alors le ski nautique, et après certains passent sur les bateaux, mais c'est une très courte population, quoi. C'est pas énorme. Hein. Alors on va parler un peu objectifs de la Ligue. Quels sont ces principaux objectifs de la Ligue pour développer justement ces sports-là en Occitanie? C'est toujours d'avoir un peu plus de clubs, ça serait idéal. La problématique, c'est les plans d'eau. Il faut les trouver, qu'ils ne soient pas privés, qu'ils ne soient pas municipaux, qu'il n'y ait pas d'interdiction d'écologie, de tout ce que l'on veut dessus. Les petits poissons, les petits oiseaux. Ouais, voilà, c'est ça. Après, l'autre problème, c'est les investissements que ça induit. Un téléski, il faut compter 450 000 € entre la structure. Entre la structure et tout. Un club bateau, quand on sait que les derniers bateaux, ils valent 150 000 €, donc ça fait, pour une association, ça fait vite un gros trou et un gros budget à trouver, quoi. Et les banquiers sont quand même assez frileux pour vous prêter 150 000 € pour acheter un bateau. C'est quoi justement les objectifs quand même de ta ligue là dans les années à venir? Qu'est-ce que vous avez comme projet? C'est d'aider les clubs à continuer à fonctionner. Hein. C'est plus de la résistance qu'autre chose. Hein. C'est dur pour eux. Il y a les coûts d'essence, de l'essence, quoi. Que beaucoup de clubs sont passés à l'éthanol pour les bateaux. On essaye de se rapprocher de l'écologie au maximum. Ça marche pas à l'eau encore, les moteurs, là. Non, pas, ni électrique d'ailleurs. Et voilà, c'est de les aider à avoir des coûts qui soient moindres, aller chercher des subventions pour les aider pas forcément pour le fonctionnement, mais pour aider au développement surtout des jeunes. Essayer d'amener un maximum de jeunes à la compétition pour inciter, parce que c'est vrai que dans un club, quand vous avez un jeune qui marche super bien, les autres ils ont envie de faire pareil, les autres gamins ils ont envie de faire pareil. Hein. Nous on organise des stages, on a un petit jeune, le petit Elvis Hortz qui est parti au championnat de France l'année dernière, il finit sur les podiums, mais les autres derrière ils ont envie de faire pareil, quoi. Parce qu'on a retrouvé avec les Jeux Olympiques où tous les sports olympiques cette année se sont retrouvés avec 20 et 30% de plus de demandes de licenciés, quoi. Voilà, ça... on a besoin de locomotives dans tous les sports. Là il y a besoin, mais aussi des médias, parce que les locomotives, c'est toujours dans les mêmes affaires, les meilleurs. Je pense qu'il y a plein de sports où on a d'énormes champions, mais qui ne sont pas médiatisés, et ça aide un peu moins, quoi. Et comme tu disais tout à l'heure, la région compte environ 800 licenciés, ce qui rend la Ligue Occitanie dynamique. Comment faites-vous pour attirer autant de pratiquants et maintenir cette énergie? Alors, comment on fait pour les attirer? Ils viennent tout seuls, hein. C'est surtout du bouche à oreille. Hein. C'est-à-dire, on essaye d'être le plus dynamique possible, d'organiser des événements qui soient le plus convivial possible. Moi, je suis le roi du barbecue et de la côte de bœuf. C'est vrai qu'il y a des fois, j'ai plus de monde pour manger que pour skier quand même. Ouais, mais tu disais tout à l'heure qu'il y avait toutes ces structures qui sont pas licenciées, mais la personne qui passe dans ces structures-là pour s'amuser une après-midi, est-ce que par hasard, eux, il n'y a pas un lien pour les attirer vers vous? Il n'y aurait pas un petit deal à mettre en place? C'est la façon dont ils accrochent à ce sport, où ce sport leur plaît, ou c'est juste comme on peut faire, je sais pas, on peut faire de l'acrobranche ou une autre activité. C'est juste une activité d'après-midi pour certains, et d'autres vont se trouver, pas une passion, mais se trouver une envie d'y revenir et tout ça. Après, ils vont se renseigner pour savoir, alors le téléski, ok, c'est bon, mais on a vu à la télévision, des fois, on a vu avec des bateaux, ça peut se faire et où. Bon, après, quand ils arrivent chez nous, à nous de les accueillir au mieux pour qu'ils puissent y rester, quoi, et continuer. Alors justement, tu parles de discipline. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les différentes disciplines, leur dire voilà ce qui existe, ce qu'on fait au niveau de la Ligue, et quelles sont ses spécificités? Parce qu'on a parlé du wakeboard, du ski nautique. Tu peux nous faire un petit peu une explication technique? Alors, le ski nautique classique, c'est des figures, du slalom et du saut. Voilà.
Et ça, c'est la base du ski nautique qu'il y a eu à la création. Ensuite est arrivé le wakeboard et le wakeskate, qui sont des dérivés du snowboard et tout ça. Donc les gens choisissent. Alors, c'est plus facile de faire du wakeboard que d'aller faire du slalom à 58 km/h avec une corde à 12 mètres. Quoi. Définis un peu, parce que ça m'intéresse. Tu parles du slalom. Concrètement, comment ça marche? Il y a le slalom, il y a le saut. Figure et Voilà, saut. voilà. Dis-nous un peu les trois principaux, là. Ça marche Alors, comment? à partir sur le saut, c'est un tremplin. C'est à celui qui va le plus loin, qui arrive vivant au bout. Vivant. Non, enfin, je dis vivant. En fait, dans un saut, et le saut est validé que si le skieur arrive à rester debout 100 mètres après avoir touché l'eau. C'est Voilà. comme un Il y a ski, deux bouées c'est ça, qui sont à 180 mètres, D'accord. voilà, et il faut qu'il arrive debout au moins avec un ski au pied. Il D'accord. peut perdre un ski, hein. Ah oui. Il faut qu'il ait au moins un ski au pied. Parce que la vitesse. Donc c'est le quoi? saut La le plus long. vitesse, Alors la vitesse, c'est le skieur qui l'a choisi. Il a le choix entre la vitesse et même maintenant entre la puissance du bateau. C'est-à-dire qu'on peut régler plus ou moins ce qu'on appelle le contre. C'est-à-dire que quand on tire sur la corde, on freine un petit peu le bateau. Et maintenant, il y a des systèmes électroniques qui permettent de contrer le skieur. Voilà, avec plus ou moins de force. Donc ça, c'est le skieur qui choisit. Voilà, c'est pareil en slalom. Hein. On choisit le contre comme on veut. Donc ça, c'était pour le saut. Le slalom, c'est 6 bouées qui sont réparties à droite et à gauche d'un chenal. Le bateau passe dans ce chenal. Les bouées sont à 11,25 m du chenal. Et le but du jeu est de passer les 6 bouées, de contourner les 6 bouées et de finir par ce qu'on appelle une porte de sortie, c'est-à-dire la fin du chenal. Voilà. Et pour les meilleurs, en open, le bateau va à 58 km/h. On part avec la première corde, elle fait 18 mètres. Donc 11,25 m de distance entre le chenal et une corde à 18 mètres, ça va. Donc si on fait les 6 bouées, retour, on va couper la corde, on va mettre à 16 mètres. Voilà, ça va un petit peu plus. Donc si après il fait les 6 bouées de plus, donc on va descendre à 14 mètres. Donc là on se rapproche des 11 mètres de 25 quand même. Mais les meilleurs arrivent, alors 14, 13, 12 mètres, 11,25 m. Donc déjà là, à 11,25 m, ils sont à la même distance que la bouée. Donc c'est là où le corps doit commencer à s'allonger un petit peu au ras de l'eau et les jambes essayer d'aller chercher le maximum de distance, sachant que le record du monde est avec 2 bouées à 9,75 m. Donc là, moi j'ai vu 2 fois, mais à ce niveau-là, le gars tire tellement fort, donc ça fait des gerbes. On ne voit qu'une gerbe d'eau qui passe d'un salon, mais c'est spectaculaire. Ah, c'est des images Voilà. extraordinaires. Ah, c'est des images extraordinaires. Sachant que quand vous passez derrière le bateau, vous allez contourner la bouée, vous passez derrière le bateau, vous multipliez la vitesse par 2. C'est-à-dire de 58, vous passez presque à 120 km/h. Et il faut avoir réduit sa vitesse sur les derniers mètres qui sur 20 mètres. Il faut avoir pratiquement réduit la vitesse pour revenir à la vitesse du bateau. Sinon, vous allez trop vite et vous allez vous retrouver devant le bateau, ce qui n'est pas le but du jeu. Voilà, ça c'est pour le slalom, qui est le plus spectaculaire pour moi et le plus pratiqué. Et ensuite, les figures, donc là, qui consistent à faire des rotations au-dessus des vagues ou derrière le bateau, avec beaucoup de sauts périlleux maintenant. Et voilà, et ces figures ont des valeurs qui sont comptabilisées par un jury et c'est lui qui comptabilisera le plus de points qui va gagner. Et après, il y a le combiné, et le combiné, c'est juste le total des 3 disciplines. On reprend un peu le principe du yaoski. Le ski Oui, a ça, avec c'est la même philosophie. le combiné. Ouais, tout à fait. Et parmi toutes ces disciplines, certaines comme le wakeboard câble et d'autres sont peut-être moins connues. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi elles consistent et pourquoi elles méritent d'être découvertes? Alors, le wakeboard câble, et par la fin, comme c'est dit dans le mot, c'est fait que sur les câbles, c'est-à-dire que sur les téléskis. Et ça consiste pratiquement uniquement à faire des figures. Il n'y a pas de slalom ni de saut en wakeboard. Maintenant, ils passent sur des modules, mais qui ne sont pas très hauts, pour glisser sur des modules comme en wakeskate, Snowboard? En wake, non, en skateboard, voilà, de passer sur des modules pour faire des figures. Mais je vous avoue que j'ai pas trop. En plus, plein de modules différents qui existent et les valeurs des figures, tout ça, je connais pas. Donc là, c'est pareil, c'est un jury qui va définir en fonction des figures qui ont été établies quel est le meilleur. Et pour les personnes qui connaissent pas, parce que tu parles de bateau, ça se fait en mer, ça se fait en lac, ça se se fait uniquement en lac, en mer. Enfin, il y en a très peu qui font en lac, mais en mer, c'est que
que du ludique. C'est la bouée, c'est des choses comme ça. Le vrai ski nautique se pratique sur des lacs, éventuellement sur des rivières sans trop de courant, parce que le courant peut être très gênant. Très avantageux dans un sens, c'est très, très contraignant dans l'autre. Voilà, la majeure partie, c'est sur des plans d'eau fermés. Ouais. Ça se pratique toute l'année? Non. non, on est assez frileux dans le truc. Oui, là, on a rentré les bateaux il y a 3 semaines. Alors, c'est marrant parce qu'en Angleterre, ils skient, eux, toute l'année. Il n'y a que le 1er janvier où les Anglais ne skient pas. Sinon, mais à Paris, ils sont super équipés. Il y a douche chaude à la sortie du ponton et tout. Bon, nous, on n'a pas ça. Non, en général, nous, c'est 1er avril, 15 octobre. Après, il y a quand même beaucoup moins de monde sur le ponton. On est moins gênés. Est-ce que tu organises des grands événements cette année? Qu'est-ce qu'il y a eu cette année? Qu'est-ce qui sont en prévision pour toutes ces disciplines là pour Alors, pour les auditeurs? En prévision, le calendrier n'est pas encore fixé. Les clubs n'ont pas encore postulé pour organiser. Là, en 2024, c'est Occitanie et 2 clubs de Toulouse, d'ailleurs un de Toulouse, un de Muret, qui ont organisé tous les championnats de France. À Seyss, chez Vincent Soubiron, ils avaient fait les Open, c'est-à-dire les meilleurs. Et à Muret, ils avaient organisé les championnats de France pour les plus jeunes et les vieux. Les jeunes et les vieux. Les moins jeunes, on va dire. Et les moins jeunes. Ouais. Enfin, ceci dit, mieux, dans les vieux, ça skie super fort quand même. Puisqu'on a quand même des anciens skieurs de l'équipe de France qui arrivent et à 55, 60, voire 70 et plus, ils sont quand même impressionnants de ce qu'ils arrivent à faire. Certains jeunes voudraient en faire autant. Mais on les aura, ils ne feront pas autant que nous. Et quelles sont selon toi les priorités pour la Ligue dans les années à venir, notamment en termes de développement des différentes disciplines? Il faut arriver à augmenter les licences pour être plus représentatif, aider les clubs à améliorer dans leurs installations, c'est des choses comme ça. C'est que du pratique, et à sortir 1 ou 2 champions, 1 ou 2 jeunes qui marchent super bien pour les avoir en tête d'affiche et pour motiver d'autres jeunes à venir derrière. Alors justement, comment vous pensez, la Ligue ou les clubs, comment vous accompagnez ces jeunes ou ces futurs champions? Est-ce qu'il y a un petit programme? Est-ce que dans certains sports, il y a ce qu'on appelle des pôles espoirs ou des choses comme ça? Comment ça se passe chez vous? Non, il n'y a plus de pôle espoir. Il y en avait un à Roquebrune sur Argent il y a quelques années, là, mais ils ont arrêté. Il y a pas. Non, chacun se débrouille un petit peu. Bon, alors après, on a des BE et des gens qui sont formés, des coachs qui sont connus, voilà. Mais sinon, c'est un petit peu la débrouille quand même. On n'est pas dans un sport très structuré à ce niveau-là. À partir d'un certain niveau, oui, ils vont être pris en charge par la fédération pour des stages fédéraux, des choses comme ça. Mais il faut qu'ils arrivent à un bon niveau déjà pour pouvoir être aidés par la fédération. Et nous, la Ligue, si, on les aide financièrement, on a des primes de podium, on essaye d'aller se trouver un petit peu d'argent à droite et à gauche pour les aider financièrement, quoi. Et comment on accède à justement, tu parles les clubs, mais comment on accède à l'étage supérieur, puisque si c'est moins structuré, comment ça se passe? C'est par les résultats des compétitions, les jeunes. Donc il y a championnat de France, championnat de Ligue, il y a championnat de France de toutes les catégories. D'accord. Donc en fonction des résultats qu'ils vont avoir au championnat de France, ils vont être pris en charge un petit peu par la fédération. Nous, on va les aider un petit peu plus au niveau de la Ligue. Après, il y a souvent les parents. On reste dans un sport qui est pratiqué à partir de moment, c'est avec des gens qui ont un petit peu les moyens, même si c'est pas un sport de gros riches, mais il faut avoir, à un moment donné, un petit peu de moyens. Enfin, je pense que c'est un peu dans tous les sports aussi. Et en parlant de catégories pour les compétitions, que ce soit en compétition ou au loisir, généralement, à partir de quel âge on peut commencer ces disciplines? À commencer le ski, 3 ans. 3 ans, là, à côté du bateau, avec un manche à balai, c'est les premières sensations moi, j'ai ma petite fille là, qui va avoir 3 ans. L'année prochaine, elle y a droit. Ça, c'est sûr et certain. Elle est sur les skis, qu'elle le veuille ou non. Elle le voudra. Pas le choix. Alors, peut-être avoir le choix quand même, mais c'est sa maman qui va hurler un peu. Mais non, à partir de 3 ans, on peut commencer. Il y a du matériel super adapté pour les gamins, avec des skis qui sont attachés, la corde qui est reliée au ski. Il y a des trucs, il y a des vidéos qui existent de gamins extraordinaires. Moi, j'ai mon neveu, 3 ans et demi, il a tout cassé, je l'ai mis dessus. Et il n'a
pas continué après, il est passé à autre chose. Mais au moins, on a les images, à 3 ans et demi, il était dessus. Ouais. Et justement, pour finir, que dirais-tu à quelqu'un qui hésitait encore à essayer le ski nautique ou le wakeboard? Eh ben, n'hésitez plus, hein. Il faut y aller. En même temps, il n'y a même pas besoin de savoir nager. Dans la mesure où on a des combinaisons, des gilets, c'est même pas une obligation. Hein. Dans les textes de la fédération, le fait de savoir nager n'est même pas obligatoire. Donc, il n'y a aucune raison. Quoi. Dans les plans d'eau, il n'y a pas de requins. Les seuls qui existent, ils sont un peu sur la berge en général. Ils sont pas dans l'eau. Non, mais il n'y a aucune condition particulière. Quoi. Tout le monde peut en faire. Et alors justement, où est-ce qu'on peut trouver plus d'informations? Alors, le plus simple, c'est d'aller sur la page Facebook de la Ligue pour trouver la liste des clubs qui sont référencés. Ou sinon, en tapant sur Google club de ski nautique, on va retrouver le recensement de tous les clubs qui sont dans la région sans aucun problème, avec sûrement les adresses et les numéros de téléphone de tous ces braves présidents qui suent sang et eau pour faire fonctionner ces clubs. Un grand merci pour cet échange passionnant. Vous êtes le bienvenu dans l'émission quand vous voulez. Eh bien, merci, à la prochaine. Place à la prolongation avec le quiz. Et si on parlait de sport, la prolongation. Retour dans l'émission, et si on parlait de sport avec nos invités pour la prolongation et le quiz, on va vous poser 3 questions chacun, à chaque fois avec des réponses. À vous de nous donner la bonne. On verra qui est le meilleur parmi vous deux. Première question pour le ski nautique. Quel type de service propose Happy in France? Location de logement pour expatriés, formation linguistique, compréhension culturelle et coaching de vie, ou organisation de voyages touristiques en France? La 2. Bravo. Trop facile. Alors on va passer à Happy in France avec la première question. Quelle discipline le ski nautique consiste à passer entre des bouées en zigzag? Le saut, le slalom et les figures? Le slalom. Bravo. Un partout. Deuxième question, quelles sont les valeurs fondamentales de Happy in France? Compétition, performance et productivité, luxe, tradition et excellence, ou empathie sur mesure et confiance, autonomie? La 3. Bien joué. Alors pour Happy in France, deuxième question, quelle distance peuvent atteindre les meilleurs skieurs nautiques lors d'un saut? Plus de 20 mètres, plus de 60 mètres ou plus de 100 mètres? Est-ce que tu peux répéter les propositions, Laurent, s'il te plaît? Plus de 20 mètres, plus de 60 mètres ou plus de 100 mètres? Plus de 60 mètres? Il y en a qui ont suivi. Excellent. Excellent. Dernière question pour le ski nautique. Quels besoins spécifiques ont les athlètes internationaux selon Happy in France? Une assistance pour améliorer leurs conditions physiques, une intégration rapide grâce à des cours de langue et un accompagnement pour leur famille, ou une préparation aux compétitions sportives en France? La 2. Sans faute pour le ski nautique. On va attaquer avec Happy in France. Avec la dernière question pour Happy in France. Alors, qu'est-ce que le wet skate? Une variante du skateboard sans fixation sur la planche, une discipline où l'on surfe sur les vagues du bateau, une figure particulière du wakeboard. Je répète, une variante du wakeboard sans fixation sur la planche, une discipline où l'on surfe sur les vagues du bateau, une figure particulière du wakeboard. La 2? Aïe, J'ai hésité. Donc il va falloir qu'elle se refasse dans la question subsidiaire. Alors là, elle est différente. Je pose la question et je donne bien sûr 3 réponses, mais c'est le premier qui tape dessus. Ah oui, vous y êtes? Alors c'est une question qui en ce moment est beaucoup à l'ordre du jour. Quel est l'un des principaux bénéfices du sport santé? Premier point, la perte de poids rapide. Deuxième point, l'amélioration de la condition physique générale et la prévention des maladies chroniques. Troisième, le développement de la force musculaire. Alors là, ils sont battus. C'est toi l'arbitre, j'ai pas eu le temps de... J'ai pas vu non plus. Qui a tapé en premier? Parce que c'est la 3. Ah, moi, je dirais la 2, moi. C'est la 2 qui gagne. Ah non, c'est pas le développement de la masse musculaire, c'est l'amélioration de la condition physique générale et la prévention des maladies chroniques. Voilà pour le sport santé. Merci en tout cas à tous les deux pour cette participation au quiz. C'est la fin du match. Tout de suite, l'agenda de la semaine avec les grands rendez-vous sportifs. Et si on parlait de sport, fin du match.
Et oui, c'est la fin du match de cette 76e émission avec les grands rendez-vous de la semaine à l'agenda des sportifs, Laurent. Oui, mercredi 27 novembre du basket avec l'Euroleague féminin, Basketland contre Chio en Italie, Zabini Brno, République tchèque contre Bourges. Le jeudi 28 novembre du basket Euroleague Homme où Paris affrontera Virtus Bologne en Italie. Du 28 novembre au 3 décembre, handball avec championnat d'Europe féminin à Debrecen en Hongrie. Le vendredi 29 novembre du basket avec l'Euroleague Homme, Panathinaikos en Grèce affrontera Monaco, L'Asvel recevra Istanbul et handball pour la Liquiim All-Star League, Nîmes affrontera Toulouse et Montpellier Ivry. Du 29 novembre au 1er décembre, Auto Formule 1 avec le championnat du monde qui se jouera au Qatar pour le Grand Prix. Samedi 30 novembre du volley pour la Marmara Spike League, 11e journée, Paris affrontera Narbonne, 7 affrontera Chaumont, Montpellier jouera contre Toulouse et en Liga féminine, 11e journée, Vendeuvre affrontera Béziers. Dimanche 1er décembre, basket, la Boulangère Vanderleague 8e journée, Lattès Montpellier contre Basketland. Et du 4 au 14 décembre, de l'haltérophilie avec les championnats du monde à Manama au Bahreïn. Au programme de la semaine prochaine, envie de glisser, performer ou simplement découvrir un univers unique, venez découvrir la magie de la glace. Les sports de glace à l'hyperformance, créativité et adrénaline, ils sont accessibles à tous, que vous soyez débutant, amateur ou compétiteur. Saviez-vous que le sport de glace ne se limite pas au patinage artistique ? Lancez-vous à la découverte de ces multiples disciplines, le patinage synchronisé, l'harmonie d'une équipe sur la glace, la danse sur glace, la grâce et la technique en duo, le ballet sur glace, un spectacle qui allie sport et art, le short track, bobsleigh et skeleton, sensations fortes garanties, ou encore le curling, stratégie et précision sur glace, et bien plus. Alors prêt à franchir le pas, que ce soit pour découvrir le plaisir de glisser ou pour vous engager dans une discipline sportive, rendez-vous la semaine prochaine. Et en deuxième mi-temps, de la pelouse aux salles de réunion, un parcours au service de la performance. Ancien joueur professionnel de football, Nicolas Bayod a su transformer son expérience de haut niveau en une véritable expertise en matière de performance humaine. Après une carrière marquée par la rigueur, l'exigence et l'esprit d'équipe, il s'est reconverti dans l'accompagnement des managers et dirigeants d'entreprise, ainsi que des joueurs, joueuses et entraîneurs dans le football. Passionné par le développement du potentiel individuel et collectif, Nicolas Bayod intervient comme coach et conseiller pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs. Avec une approche centrée sur la résilience, la motivation et la performance durable, il accompagne sportifs et professionnels à exceller dans leur domaine tout en cultivant un équilibre personnel. Nicolas Bayod incarne la parfaite transition entre le terrain et le monde de l'entreprise, où il insuffle l'énergie et les valeurs du sport au service du succès collectif. Et on le retrouvera la semaine prochaine. Merci à Mathilde Baudu et Rémi Charru pour votre participation dans l'émission Et si on parlait de sport ? C'est la 76e émission de Et si on parlait de sport. Merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Et oui, un grand merci aussi à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Sport Animation 31, Samperconnet et LG Consultant pour leur contribution précieuse à la réalisation de cette émission. Merci à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique Semperconnect pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci Pauline Gaston-Conduite, qui est journaliste et co-animatrice de l'émission, pour ton aide précieuse à la préparation et à la réalisation de cette émission. Merci à toi Laurent, merci de votre fidélité et rendez-vous pour une nouvelle aventure de Et si on parlait de sport la semaine prochaine.